Bonjour et bienvenue dans cette 5e émission de Tous Handicapés. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de psychiatrie et plus généralement de santé mentale. L'objectif de cet épisode est assez simple, en finir avec la stigmatisation des fous. Avant de poursuivre cette chronique, je précise que ce que je vais raconter comporte parfois des sujets et des faits qui peuvent être choquants. Je précise aussi que les prénoms que je vais utiliser dans mes histoires ont été modifiés. Bon, ces précisions faites, c'est parti. Historiquement, et même encore maintenant, on parle des personnes qui ont un trouble de la santé mentale comme des aliénés, des fous qu'on met à l'asile ou qu'on enferme. Et encore aujourd'hui dans l'inconscient collectif, le fou fait peur. Dans tous les reportages ou les faits divers qui sont diffusés dans les médias, on n'entend parler que de leur dangerosité, de la crainte et la méfiance qu'ils suscitent, ce qui contribue à renforcer ce climat anxiogène autour d'eux. Mais ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que ce n'est qu'une minorité d'entre eux qui sont dangereux et sont des criminels, pour assassinat, viol, etc. D'une part parce que la plupart sont sous traitement médicamenteux à leur sortie de l'hôpital. Mais cette ignorance du grand public s'explique aussi par une mésinformation, ou des reportages qui ne montrent pas la réalité du terrain. Et justement, pour parler terrain, je vais vous livrer quelques anecdotes qui me sont arrivées personnellement. Par exemple, dans le cadre de mes études, j'ai rencontré un homme d'une trentaine d'années qui était hospitalisé. J'avais pour principe de ne pas lire le dossier de mes patients avant de les rencontrer, pour ne pas m'influencer dans ma relation avec eux. Puis par la suite, je consultais le dossier et je construisais mon accompagnement en fonction. Et donc, au fil de ma discussion avec lui, j'en viens à lui demander pourquoi il est ici. Et avec un ton aussi banal que celui que j'ai aujourd'hui, il m'a répondu « Ah, moi, j'ai mis mon zizi dans les fesses d'Hélène. »« Ah bon, mais c'est qui Hélène ?»« Bah c'est ma nièce, puis j'ai fait pareil avec Lucie, sa sœur. » Voilà, après 2 jours de stage, ça met dans l'ambiance tout de suite. Évidemment, on pourrait dire « Qui s'est staré, faites-le enfermer » ou pour les plus radicaux d'entre vous, « Tuez-le, ce sera plus simple ». Sauf qu'en regardant son dossier médical, j'ai appris que ce gaillard de 30 ans était en fait fils d'un alcoolique et d'une psychotique qui l'ont abandonné quand il avait 6 ans. Et qu'il a été recueilli dans une famille d'accueil dans laquelle le père l'a battu et violé pendant des années. Forcément, quand un gamin grandit comme ça, il manque quelques standards d'éducation et de construction à plusieurs niveaux. Cette histoire concernait un patient en hospitalisation, qui était en phase de stabilisation. Mais mon exemple suivant concerne un patient que j'ai rencontré dans un service d'accueil de jour, dans lequel les patients vivent chez eux et viennent sur certains créneaux d'activité. Pour certains, ils ont même repris un travail. Là, j'y ai donc rencontré un patient schizophrène de 35 ans, dont les premiers signes de la maladie étaient arrivés dès son adolescence. C'était super intéressant de discuter avec lui, car il avait beaucoup de recul sur sa maladie. Il en parlait très bien, à tel point que quand il sentait que ses délires prenaient trop d'ampleur dans sa tête, il venait de lui-même au centre de jour pour qu'on le calme. Et donc, en parlant avec lui, j'ai voulu savoir comment s'est déclarée sa schizophrénie, ce qui l'a amené à être hospitalisé, quelques années en arrière. Eh bien, ce monsieur qui travaillait derrière un ordinateur toute la journée voyait des espèces de spores, mi-plantes, mi-insectes, sortir de son écran, rentrer dans son corps au niveau de son nombril et le bouffer de l'intérieur. Il n'y avait aucune lésion au niveau de sa peau, rien de visible. Pourtant, il ressentait une vraie douleur physique, qui lui était insupportable. Il a enduré ça pendant 2 ans. Comment voulez-vous ne pas péter un câble quand vous devez endurer une douleur aussi terrible et inexplicable pendant 2 ans ? Bon, je crois que ces 2 exemples nous ont bien mis dans le bain. Mais revenons au sujet initial, la psychiatrie. La psychiatrie, c'est le travail des soins spécialisés pour les personnes souffrant de maladies mentales. Mais plus que de psychiatrie, parlons de santé mentale justement. La santé mentale, c'est pas juste un terme pour faire politiquement correct. C'est beaucoup plus général que ça. Ça comprend tout le bien-être psychique de la personne qui peut être altéré par un trouble, dépression, anxiété, ou par une pathologie. Dans les soins en santé mentale, il y a donc une composante de prévention, de soins, comme en psychiatrie, et de réinsertion. Il est important de considérer la santé mentale de manière générale parce qu'il faut, par exemple, savoir
qu'une personne sur 4 aura un jour une pathologie psychiatrique dans sa vie. Cela peut aller de la dépression, à un burn-out, à des troubles bipolaires bien marqués. Mais une personne sur 4, vous vous rendez compte ? Autre petit chiffre à guise d'exemple. Selon une étude de 2021 en lien avec la PHP, 19% des étudiants ont développé des troubles mentaux graves, entre autres à cause des médias d'information. La santé mentale nous concerne donc tous et est un véritable enjeu de santé publique. C'est vrai, en fait, nous sommes tous concernés, parce que nous sommes tous plus ou moins névrosés. La névrose, c'est un trouble de la santé mentale chronique, persistant, dans lequel on est conscient de sa souffrance. Généralement, la névrose est liée à un traumatisme plus ou moins récent qui a généré un conflit inconscient et se traduit par des troubles psychologiques, le plus souvent au niveau affectif. Vous l'avez compris là aussi, la névrose peut concerner tout le monde. Pour certains, les troubles vont prendre une toute autre ampleur. Ce sont les personnes psychotiques. La psychose, c'est une perte de contact avec la réalité qui peut se traduire par des idées délirantes, un repli sur soi, des hallucinations. Il est impossible de rassembler une image de soi. Une personne atteinte d'un trouble psychotique peut, par exemple, entendre des voix ou avoir l'impression que d'autres personnes manipulent ses pensées. Elle fait difficilement, voire pas du tout, la différence entre ce qu'elle perçoit et ce qui est réel. La personne psychotique n'a donc pas toujours conscience de ses troubles, ou que ses comportements sont parfois inadaptés, voire dangereux, pour elle-même ou pour les autres. Pour eux, la normalité n'est pas la même. Ils vont être obsédés par d'autres choses que nous. Par exemple, là où nous pourrions être à cheval sur la propreté de notre maison, le fait de bien manger, etc., eux vont peut-être vouloir absolument que les gens soient sincères, ou vont vouloir absolument que l'environnement soit bruyant, ou au contraire totalement silencieux. Quelqu'un qui souffre de paranoïa sera obsédé dès lors qu'il verra des gens discuter dans la rue ou à une terrasse. Il pensera qu'on peut lire ses fantasmes et ses pensées dans sa tête. Mais tout prend une proportion énorme pour eux. La moindre déception, la moindre angoisse devient subitement massive. Et pour beaucoup, c'est un phénomène perpétuel, qui ne s'arrête jamais. C'est leur réalité. Vous vous imaginez, vous, vivre constamment avec le sentiment que votre voisin ou les gens qui vous entourent se moquent de vous ou vous veulent du mal ? Prenez 2 secondes pour réfléchir à la manière dont vous pourriez réagir à tout ça. Mettez-vous à leur place. Il y aurait de quoi péter un câble, non ? Entendre des voix, voir des choses qui n'existent pas, ça vous est arrivé ? Pour certains, c'est permanent. Alors, imaginez que vous entendez carrément Hitler, le clown de ça, ou n'importe quel autre personnage qui vous dit les pires horreurs dans votre tête. Il y a des gens qui ressentent ça constamment. Du coup, ils mettent en place des stratégies. Donc si quelqu'un vient à réagir bizarrement, en se répétant des petites phrases pour se rassurer ou calmer ses angoisses, ne le jugez pas. C'est peut-être tout simplement quelqu'un qui est en crise et qui essaye de se resituer de lui-même dans la réalité. Après, je peux comprendre qu'on puisse avoir peur de ces personnes. Ce qui nous est inconnu nous effraie. Mais c'est pas grave. Le tout, c'est de vous éduquer, de vous informer sur ces troubles, pour ne pas les juger trop vite. Parce que les pathologies psychiatriques font en fait partie des fameux handicaps invisibles. Mais on reviendra à cette thématique lors d'une prochaine chronique. Donc, concrètement, évitez de regarder tous ces reportages à la noix qui passent sur les chaînes de la TNT et sont constamment faits pour susciter la peur et le rejet envers la psychiatrie dans son ensemble. Dans ce genre de reportage, ultra orienté et connoté, on ne fait passer les personnes psychotiques que pour des grands malades, dangereux et criminels, dont il faut se méfier et qu'il faut absolument enfermer. Dites-vous qu'ils en ont parfois marre aussi. Marre d'être comme ils sont, de se sentir jugés, humiliés, rejetés. Ils ne sont pas bizarres. Ils ne respectent pas les normes sociales. Mais c'est pas pour ça qu'ils sont dangereux. Ils ont juste une autre façon de voir et d'appréhender le monde. Par exemple, un environnement qu'on pourrait considérer aussi rassurant qu'un lit, ils peuvent le considérer comme une prison, un lieu dans lequel ils ne vivent que des souffrances. Alors ne les jugez pas pour leur façon bizarre de penser, de s'habiller ou de parler. Parfois, ils ont peur, ils se sentent agressés partout et tout le temps. Ces gens sont souvent isolés.
et n'ont parfois que pour seule compagnie les voix qu'ils entendent ou les choses qu'ils voient. Piètre compagnie que celle de la maladie, hein. Forcément, face à tout ça, ils vont peut-être tomber dans l'alcool, la drogue, se prostituer ou se faire violer. Mais pour eux, ça peut être une sorte d'échappatoire, une manière de ressentir autre chose. Ce quotidien, si terrible soit-il, devient banal. Ils ne sont parfois plus du tout en phase et conscients de leur corps, donc ils le martyrisent. Et quand on commence à les soigner, leur esprit se reconnecte avec leur corps. Et là, ils ressentent réellement ce qu'ils lui ont fait endurer. Et ça fait mal, littéralement. Quand je vous dis que c'est pas vraiment de leur faute s'ils sont comme ça, qu'il faut vous montrer un peu plus indulgent avec ce qu'ils sont, c'est pas par hasard. Alors, je vais peut-être faire de gros raccourcis, mais c'est pour que vous compreniez plus facilement. En fait, la maladie se construit et se déclenche à cause d'une succession d'événements dans la vie. Il faut comprendre qu'on ne naît pas psy, on le devient. Bien sûr, on peut naître avec une prédisposition à développer des troubles, comme le tout premier exemple que je vous donnais tout à l'heure. Mais la maladie se construit et se déclenche à cause d'une accumulation et la succession de facteurs et d'événements de vie traumatisants. Un peu comme des marches d'escalier. Chaque marche représente un facteur ou un événement de vie, et une fois qu'on passe une sorte de palier fatidique, on décompense, et on déclare la maladie à laquelle on était prédisposé. Pour illustrer ce phénomène, je ne peux que vous conseiller de regarder le film Joker, sorti en 2019. C'est une véritable fresque sociétale, anarchique, anticapitaliste, et force est de constater que le réalisateur Todd Phillips et l'acteur principal Joaquin Phoenix ont fait preuve d'un immense talent en réussissant à iconiser aussi bien le chaos. Mais le propos n'est pas là, car au-delà du contexte général du film, on y découvre donc la naissance du Joker, qui est atteint d'une maladie mentale, et va sombrer dans la folie au gré de ce que lui est arrivé dans la vie, et de ce qui se passe dans le film, jusqu'à devenir le Joker. Je ne rentre pas dans les détails pour ne pas spoiler celles et ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas encore vu, mais vous avez compris l'idée. Et puis, si c'est pas déjà fait, regardez-le. Et sinon, pour terminer sur l'exemple du film, il y a un autre élément qui fait que pour moi, il est aussi parlant et aussi représentatif de notre monde. Que ce soit une simple dépression ou une schizophrénie bien carabinée, c'est la société qui crée ces malades. C'est vrai, mettez-vous 2 minutes à leur place. On vit quand même dans une société ultra stimulante, que ce soit visuellement, au niveau sonore. Si on prend 2 secondes pour réfléchir, notre société est quand même d'une violence inouïe pour des gens qui auraient un esprit fragile et en proie à des troubles. La télévision, les panneaux publicitaires, le bruit des voitures, la discrimination, l'hyperconsommation, le rendement. Quand on y pense, c'est hyper violent quand même. Il y a de quoi devenir fou. Et je crois qu'on peut se féliciter de réussir à vivre dans une telle société. Alors on va me dire, t'es bien gentil, notre monde est comme il est, on ne va quand même pas l'empêcher de tourner. Peut-être, mais mon propos n'est pas là. Ce que je voudrais, c'est que vous vous interrogiez. Arrêtons de les juger, et essayons de les comprendre. Beaucoup d'entre eux s'accrochent à la société pour rester adaptés à elle, mais parfois ça ne suffit pas. Et un simple événement va tout faire basculer. Et là, nous pouvons avoir notre part de responsabilité. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. C'est la société qui crée ces malades. La société est totalement inadaptée à eux. Elle refuse de les aider. Ils sont tabassés par la vie, rejetés, en marge de la société. Et pourtant, leur traitement ne repose pas que sur leurs médicaments. C'est la société aussi qui favorise leur rétablissement et leur réinsertion. Car en psychiatrie, on soigne la personne, mais on soigne aussi son environnement. Oui, parce qu'une fois la maladie déclarée, les patients deviennent totalement inadaptés à la société. Ils se replient parfois sur eux, peuvent ne plus manger, ne plus se laver, avoir des comportements inhabituels. Mais si la société, et donc l'environnement de ces gens, était différent, si on l'adaptait, ça favoriserait leur rétablissement. Une fois la stabilisation atteinte, avec un traitement médicamenteux adapté et bien dosé, ils sont tout à fait en mesure de revivre au sein de la société, si tant est qu'elle soit adaptée.
Il faut bien comprendre une chose, c'est que lors de l'hospitalisation, on essaye de recréer un cadre psychique dans leur tête, à l'aide des activités proposées et des médicaments adaptés. L'idée, c'est de les aider à recréer des routines pour être de nouveau aptes à vivre dans la société. Mais une fois sortis, dehors, il faut leur maintenir un cadre dans la société, pour les empêcher de vriller à nouveau. Le cadre est un environnement favorisant pour eux. Finalement, ils guérissent en réintégrant le monde réel. À force d'être réinsérés dans la société, de refaire partie d'un tout, d'être reconsidérés, ils guérissent et se réinsèrent. Alors encore une fois, ne les jugez pas. Informez-vous, sensibilisez-vous. Faites évoluer votre manière de penser et par pitié, arrêtez de regarder ces pseudo-reportages ultra caricaturaux. N'ayez pas peur d'eux, car n'oubliez pas, la santé mentale nous concerne tous. Que ce soit avec notre travail, le Covid, la guerre en Ukraine, nos problèmes personnels, on a 1000 raisons de pouvoir nous en faire. Alors, prenez soin d'eux. Et vous en avez désormais l'habitude, prenez soin de vous.